je le mette. Ah, c'est plus cool. Ah, t'es déjà très invité. T'as le code, la réunion? Non, c'est du webinaire, c'est un lien à part. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. On va attendre encore quelques secondes. On voit pas mal de gens qui commencent à se connecter pour s'assurer que un maximum de personnes puissent profiter de l'événement. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Il y a un chat, n'hésitez pas à signifier si jamais il y avait un petit souci ou autre. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire et live LinkedIn pour vous parler et vous faire un recap sur le reInvent qui s'est déroulé fin 2025. Et l'objectif du jour va être de vous parler et de focus sur quelques-unes des grandes annonces qui ont pu être faites, parce que vous verrez, il y en a eu énormément. Et qui vont être centralisés sans trop de surprises autour de l'IA, bien entendu. Et on va aborder aussi des sujets autour de la souveraineté et de la modernisation. Je suis accompagné aujourd'hui de Tristan et de Arnaud pour vous présenter ce webinaire. Donc, qu'est-ce que c'est le reInvent? Le reInvent, c'est le plus gros événement tech du monde qui réunit un peu plus de 60 000 personnes en présentiel à Vegas et un peu plus de 2 millions de viewers, puisqu'une partie des sessions et notamment les keynotes sont retransmises en live et accessibles ultérieurement pour review. Le reInvent, c'est 4 jours, un peu plus de 4 jours d'événements sur place avec un peu plus de 3500 sessions de très haute qualité. Alors, sessions extrêmement larges qui vont englober aussi bien de la présentation de produits, des workshops, des retours d'expérience client, etc. Mais toujours très intéressantes globalement et surtout avec un niveau d'attente et de présentation extrêmement élevé. Et c'est extrêmement intéressant d'en profiter et de les regarder. Alors, si vous avez l'opportunité d'aller sur place, c'est juste génial, puisque vous avez tout ça à disposition, mais n'hésitez pas aussi à aller regarder les sessions en replay. Vous pouvez capter énormément d'informations. Le dernier Invent, il y a eu un peu plus de 530 nouvelles annoncées. Alors, quand on parle de nouvelles, ça va aussi bien des nouveaux produits, des grandes annonces, que des évolutions de produits, des nouvelles features, etc. Donc, c'est extrêmement large, avec une majeure partie d'ailleurs qui sont annoncées en pré-Reinvent, et je reviendrai là-dessus après. J'ai mis un petit picto, il y a beaucoup de QR codes qui sont présents dans les slides. Donc, n'hésitez pas à avoir votre téléphone à portée de main si un sujet vous intéresse. Comme ça, vous pouvez scanner le QR code qui va vous renvoyer sur les blogs AWS d'une manière générale. On est parti des decks aussi d'AWS, donc qui sont d'une manière générale en anglais. On les a laissés en tant que tels, mais bien sûr, la présentation sera en français. Les 4, pour moi, les 4 grosses keynotes que je voulais vous partager, mais je voulais aussi surtout faire le focus sur la keynote de Werner Vogel, donc celle qui est en bas à droite, qui est le CTO d'Amazon. Vraiment keynote extraordinaire. Si vous avez 45 minutes, 1 heure à investir, entre guillemets, vraiment, allez la voir. Il évoque vraiment le rôle et surtout l'évolution du rôle de développeur dans les entreprises avec sa vision, bien entendu, mais qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc, si vous en avez l'occasion, prenez le temps d'aller jeter un petit coup d'œil.
En légende également, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations globalement dans les slides, mais pour vous donner un petit aperçu, donc vous avez différentes informations qui vont apparaître. Alors, ça sera sur la droite des slides, avec en gros comment est disponible le service. Est-ce qu'il est en general availability, donc disponible partout, en public preview, en bêta ou à venir. Vous allez avoir également aussi des codes couleurs qui vont spécifier les noms de services. Est-ce que c'est l'open source? Est-ce que c'est des annonces qui sont pré-reinvent? Donc, pré-reinvent, en gros, c'est la période de novembre, parce que le reinvent se trouve première semaine de décembre, ou pendant le reinvent. Et également, vous allez avoir les dates d'annonces, des statuts et pas mal d'informations. J'espère que vous êtes prêts. Attachez bien vos ceintures. On va démarrer. Et on vous a fait une petite sélection. On a fait une petite vingtaine, un focus sur une petite vingtaine de services. J'espère que vous en tirerez plein d'informations. Eh bien, merci Yann pour l'introduction. Je vous propose de commencer par une petite série de news autour du monde du conteneur et donc de KS chez AWS. Effectivement, j'ai choisi quelques nouveautés liées à ce service qui me semblent particulièrement intéressantes. La première, c'est EKS Capabilities, où ça s'inscrit dans la longue évolution d'EKS qui successivement a des fonctionnalités qui permettent de manager un cluster cube de plus en plus facilement dès sa construction. Donc, sans vouloir refaire toute l'histoire, il y a eu si on s'intéresse au node group, il y a eu la partie node group self-manage. Après, il y a eu les manage node group. Ensuite, il y a eu la notion d'automode où on peut manager nativement avec Carpenter dès la création du cluster. Là, ça va encore un petit peu plus loin, c'est qu'on a en plus de l'outillage prédéployé dans le cluster, en particulier Argo CD et ACK si on veut piloter nos ressources AWS directement depuis notre cluster. Et également un outil qui s'appelle Crow qui permet de faire du regroupement d'objets Kubernetes pour les manipuler comme un groupe. Donc voilà, ressources particulièrement intéressantes parce que notamment si on veut créer de nouveaux clusters dans des contextes où on n'a pas forcément tout l'outillage Kubernetes présent, ça permet de considérablement accélérer la mise en place d'un socle Kubernetes sur AWS. Ensuite, autre annonce sur la partie EKS. Jusqu'à maintenant, le control plane d'EKS, donc qui est 100% managé, on n'avait aucun réglage possible, notamment de dimensionnement. En fait, c'est désormais possible. On peut avoir plusieurs tiers. Et c'est particulièrement intéressant si on veut avoir des clusters avec une forte capacité au niveau de l'API serveur. Donc, ça nous permet de choisir en fonction de la sollicitation prévue le dimensionnement du control plane. Donc, particulièrement intéressant pour les très gros clusters ou qui ont des besoins de scalabilité très importants, très rapides. Toujours dans la sphère EKS, une petite news comme ça qui a l'air simple, mais qui, pour l'avoir déjà fait, est quand même très intéressante. C'est le fait que EKS soit complètement supporté par AWS Backup. C'est-à-dire qu'il est maintenant possible, out of the box, de sauvegarder un cluster, à la fois toute sa configuration et son état, et dont les volumes, tout ce qui va être donné stateful via les volumes EBS ou EFS, on peut donc complètement sauvegarder un cluster et le restaurer en tant que nouveau cluster. Donc, ça peut aussi avoir des intérêts si on veut faire de la duplication d'environnement ou ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui avant demandait pas mal d'efforts, de maintenance de script, etc. Maintenant, c'est complètement natif dans AWS Backup.
Ensuite, on passe aux bases de données. Je choisis une annonce sur la partie OpenSearch hein, qui est beaucoup utilisée, notamment pour porter des bases vectorielles. Et donc, justement, il y a eu des évolutions par rapport à ça, notamment pour optimiser l'utilisation des GPU pour les index type vectoriel, qui permettent une indexation beaucoup plus, une auto-indexation des index vecteurs beaucoup plus rapide. Grâce à l'utilisation de GPU. Ensuite, petite annonce, alors là, c'est plus pour, sur la partie DSE, c'est plus pour avoir l'opportunité de parler du service, alors qui a été présenté au Re:event, mais au Re:event d'il y a 2 ans, donc on a le Re:event 2024, que je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc, service le service Aurora d'SQL, qu'est-ce que je me permets de le représenter rapidement. Donc, c'est une nouvelle base de données SQL distribuée serverless, mais j'ai envie de dire vraiment serverless, donc vraiment au même niveau que DynamoDB, sans vraiment aucune gestion d'infrastructure, et qui a des possibilités de scalabilité instantanée et entre guillemets illimitée. Donc, on peut vraiment passer de 0 à des millions de transactions par seconde. Et j'ai fait des benches, donc je peux vous confirmer que c'est vrai. Sans aucune configuration, sans les limites de capacité. C'est une base qui est nativement multi-région, en réplication actif-actif et strongly consistent. Ça te permet d'atteindre des dispos avec 5.9. Donc, c'est vraiment une base qui est vraiment, même si c'est du SQL, c'est vraiment une approche complètement nouvelle et qui est particulièrement adaptée si on a des workloads très, très imprévisibles ou en termes de charge ou saisonniers, qui nécessitent vraiment un pattern multi-région nativement sans faire de compromis sur la réplication et globalement sur la cohérence des données. Et c'est également, si on a besoin d'une base de données où on veut vraiment avoir aucune gestion à faire, et je veux dire encore moins que dans l'Aurora standard, avec une capacité de serverless maximale, eh bien, je vous recommande, dans votre choix de moteur de base de données, d'inclure des SQL pour voir si cela pourrait vous convenir. Ensuite, on peut passer toujours dans la logique du serverless. Plusieurs annonces autour du service Lambda. Alors, c'est pareil, c'est un service qui a beaucoup d'historique, mais tous les ans, il y a toujours des annonces qui permettent d'aller encore plus loin dans son usage, soit de traiter des nouveaux use cases, soit d'optimiser ce que l'on a déjà en place. Donc là, on a quelque chose de vraiment particulièrement intéressant qui va un petit peu à l'encontre, comme ça, sur le papier du côté lambda très éphémère qui ne peut pas durer plus de 15 minutes. Maintenant, en fait, on a des lambda durable. Et donc, avec cette nouvelle approche, donc vous avez toujours votre lambda que vous développez toujours exactement de la même façon. Il y a une option à activer en plus, des nouvelles primitives dans le SDK. Et vous pouvez avoir des lambdas qui durent 1 an. Alors, attends, j'en dis un petit peu plus, parce que ça ne veut pas dire qu'elle va s'exécuter pendant 1 an, mais ça veut dire qu'elle va pouvoir faire des appels externes et, en attendant les réponses, se mettre en pause. Pendant cette pause, il n'y a aucune facturation. Et donc, ça va pouvoir permettre de développer dans une seule lambda des applications en workflow et très intégrées avec d'autres services qui peuvent éventuellement mettre pas mal de temps à répondre. Donc, ça évite des intégrations potentiellement compliquées qu'on pouvait faire, par exemple, avec de la step function. Là, ça permet de regrouper tout au même endroit, dans une lambda, avec le même code. News très intéressante sur la partie lambda. Toujours dans la partie lambda, un mélange subtil entre les lambda et les EC2. En fait, il est maintenant possible de faire tourner nos lambda, donc toujours pareil, exactement les mêmes, sans rien modifier du tout dans la façon de
de les coder bien évidemment et même de les déployer, si ce n'est cette fameuse option de Lambda Manage Instance, où on peut maintenant choisir le type de C2 sur lequel les lambdas vont tourner. Donc l'avantage par rapport à ça, c'est si on a un besoin de spécificité hardware ou également d'avoir une maîtrise de ce hardware, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas. Aujourd'hui, on ne choisit pas l'environnement sur lequel s'exécute une lambda, donc on peut tomber par exemple sur des générations de CPU différentes et donc avoir des performances qui sont un peu moins prédictibles. Donc là, ça permet de complètement maîtriser le type de hardware qui va porter notre lambda. Alors, toujours avec la même gestion de lambda, donc gestion de cycle de vie de l'instance, de l'OS, etc. Le but n'est pas de patcher les OS qui portent les lambda. Ça, c'est toujours complètement fait par le service lambda, mais on peut choisir le type. L'autre intérêt également, c'est que du coup, comme on choisit le type de C2, ça peut être des C2 qui rentrent dans des saving plans ou dans des réservations d'instances, ce qui permet de faire également de l'optimisation à l'échelle de vos coûts de compute lambda. Une dernière petite news sur la partie lambda, là, bon, c'est plus parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire chez Hippon en particulier, c'est de faire des lambdas en Rust où le gain de performance Rust se marie vraiment extrêmement bien avec les lambdas. Sauf que jusque-là, il n'y avait pas de support direct de Rust dans les lambdas. Fallait passer par le runtime générique. Et bien, maintenant, désormais, il est GA et donc on peut déployer des lambdas beaucoup plus facilement, notamment si vous utilisez Cargo. Il y a un add-on qui s'appelle Cargo Lambda qui vous permet de très facilement tester votre code en local et de le déployer dans une lambda. Voilà, petite news un peu plus niche, mais qui me semblait quand même bien sympathique. Sortons de la partie lambda pour aller vers la partie API Gateway. Là, c'est plus pour un petit fun fact, cette news-là. Maintenant, on peut, si vous exposez des services back-end avec une API Gateway via un VPC Link, avant, il fallait nécessairement mettre un NLB. Maintenant, on peut directement passer via un NLB directement. Donc, plus besoin de NLB, donc coût en moins, des sauts en moins. Et bien, c'est un collègue Hippon qui a développé l'ajout dans le provider Terraform. Donc, ça, c'était le petit fun fact. Ça apporte également de contribuer au provider. Ça se fait pas tout seul. Ensuite, côté sécurité, donc une évolution importante de Security Hub qui aujourd'hui servait, comme son nom l'indique, vraiment de hub pour regrouper les findings. Et bien, grâce à cette nouveauté, ça va un petit peu plus loin. Donc, c'est la partie Security Hub, Yann. Maintenant, Security Hub permet de faire beaucoup plus de traitements sur les findings, en particulier de les regrouper, de les classer par risque. Avant, souvent on exportait les findings dans des outils tiers pour pouvoir faire ça. Maintenant, Security Hub permet de faire directement ce genre d'opération. Et enfin, toujours dans le domaine de la sécurité, on peut utiliser les nouvelles fonctionnalités post-quantiques du protocole TLS, notamment dans les ALB, les NLB, mais également dans la partie chiffrement d'S3 transit. Donc vous allez me dire pourquoi faire ça maintenant. Bien, c'est pour aujourd'hui, effectivement, le quantique n'est pas disponible, mais il le sera, je ne sais pas, dans 3 ans, dans 4 ans. Et donc, il y a aujourd'hui la possibilité de récolter les données chiffrées en faisant l'hypothèse qu'elles seront déchiffrables grâce à des ordinateurs quantiques dans 3-4 ans.
Et potentiellement, des données dans 3-4 ans, elles seront toujours sensibles et auront toujours de la valeur. Donc, sur vos données sensibles, vous pouvez activer le chiffrement post-quantique qui vous permet d'ores et déjà utiliser les nouveaux protocoles de chiffrement post-quantique. Et je vais passer la main à mon collègue Arnaud pour rentrer dans le monde. Bonjour à tous, ravi d'être là et je vais vous parler d'IA et un peu j'ai moi aussi sélectionné des annonces, il y a beaucoup trop d'annonces pour être présentées en si peu de temps et je vais vous présenter les annonces que j'ai choisies via un fil rouge qui est un peu moi comment j'ai perçu ce que AWS pensait du développement d'agents, donc de l'agentic AI. Donc là, vous voyez sur ce tableau un peu ce que AWS entend par la couverture d'AWS par rapport au développement de l'IA. En partant du bas, il y a la couche infrastructure avec le compute, donc tout ce qui est GPU, Trainium, Inferentia. SageMaker pour vraiment faire du développement très bas niveau de modèles, développer les architectures, faire le code PyTorch, faire le training, le fine-tuning. Ensuite, un peu plus haut niveau, il y a le service Bedrock qui initialement était juste avec de gros guillemets un service qui proposait des API pour appeler un modèle et pour appeler des modèles et qui aujourd'hui embarque beaucoup de services sur étagère type knowledge base, donc qui sont des RAG en fait sur étagère. AgentCore, dont on va beaucoup parler après, et qui ajoute des capacités en plus. Ils ont également des SDK, donc des librairies type Strand Agents et des SDK, donc Nova Act, dont on va aussi parler. Et on top of that, il y a les applications qui utilisent tout ça. Donc, on va parler notamment de Kiro et AWS Transform. Avant de changer de slide, je voulais faire un petit laïus pour aller très vite sur les annonces autour de Nova. Et de la multimodalité. Donc, c'est une évolution qui continue de faire sa route dans le monde de l'IA générative et qui va continuer, je pense, à mon avis, dans les mois et années à venir, autour de la multimodalité. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux modèles Nova qui gèrent la voix. Il y a Nova Omni qui va gérer quasiment tout en input et qui va sortir du texte et de l'image. Les knowledge base sont maintenant capables de faire du retrieval avec du multimodal, donc texte et image. Donc voilà, c'est avant de vous présenter un peu le fil rouge agentique que je voulais parler de ces évolutions qui, au final, c'est un peu toujours la même chose, mais qui continuent d'avancer. Donc, on peut passer à la suivante. Bon, la première chose à faire quand on veut développer un agent, c'est de se munir d'un IDE. Et donc là, je vous parle de Kiro, qui a été un peu la star quand même de la AWS re:Invent. Toutes les démos sont faites là-dessus. Et c'est un IDE qui ressemble beaucoup à VS Code, je vous l'accorde, et qui pousse une méthodologie de travail assisté par IA qui ne se cantonne pas juste au développement, mais aussi au produit et à l'architecture. Et donc, ils poussent ce qu'ils appellent le Spec Driven Development avec une méthodologie en 3 phases. D'abord, pour faire un projet, donc d'abord avec du requirements, où on définit un fichier de requirements, donc qui est vraiment la spécification fonctionnelle de ce que ça doit faire. La phase de design, où on va préciser les guidelines archi, les choix archi architecturaux forts, d'architecture logicielle forts. Et enfin, le fichier task. Donc, en fait, avec ces deux requirements et design, l'IA va générer une espèce de to-do list, en fait, des tasks qu'on va exécuter après une à une sous la supervision du développeur. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce que ça pousse quand même une méthodologie pour travailler pour faire du développement assisté par IA. Et donc, c'est quelque chose chez Ypon auquel on croit quand même pas mal et sur lesquels on est assez actif. En plus de ça, il y a beaucoup de choses en plus, une intégration des MCP, une intégration des Kiro Power, donc qui sont des espèces de MCP avec plus d'efficience au niveau de l'utilisation, et des spec hooks qui sont des espèces de systèmes pour aller déclencher des utilisations d'agents
quand il y a un event dans le terminal. Par exemple, je fais un commit, ça va déclencher un agent qui vérifie que mon commit message est bien pertinent par rapport à ce que j'ai fait, par exemple. Donc, voilà, donc là, on veut faire un agent, on ouvre Kiro. Ensuite, on va aller sur la prochaine slide, on va aller utiliser la librairie, une librairie agentique. Donc ça, c'est quelque chose d'open source qui est fait par AWS qui s'appelle Strand Agents. Globalement, ce n'est pas vraiment une librairie, c'est plus un SDK qui sert à faire des agents. Globalement, c'est du code très high level pour développer ces premières versions d'agents. Donc en 10 lignes, on peut développer un agent avec sa boucle de réflexion de prête et commencer à expérimenter. Ça embarque beaucoup d'outils pour faire des espèces de hiérarchie d'agents, donc soit avec un superviseur et des sous-agents qui travaillent, soit avec des flows d'agents qui se répondent entre eux de manière un peu plus séquentielle. Il y a beaucoup de fonctionnalités, c'est assez puissant, et au re:Invent, j'ai pu avoir une démo un peu de gens qui bidouillaient, de solution architectes qui bidouillaient pas mal avec, et qui nous faisaient une démonstration où ils avaient fait un agent qui avait la capacité de modifier son propre prompt, ce qui était un peu une démo Skynet qui était un peu flippante, mais qui montre un peu la puissance de la librairie. Donc, dans les features qui ont été annoncées, qui sont nouvelles, il y a le bidirect. Tu peux revenir en arrière. Il y a la capacité à faire du bidirectional streaming. Donc, c'est un peu ne pas avoir à attendre que le modèle ait terminé de parler avant de pouvoir l'interrompre et lui dire quelque chose. Très utile quand on fait du speech to speech. Il y a du steering, qui est un peu une méthode pour faire de l'autocontrôle d'agents qui vérifie que ce qu'il raconte, ce n'est pas n'importe quoi, sans avoir besoin de faire des workflows complexes où on vérifie la réponse par un autre modèle d'IA, etc. Beaucoup d'évaluations qui servent à l'observabilité, la mesure de perf et les non-régressions de systèmes agentiques assez complexes. Et surtout, le support de TypeScript, ce qui traduit pour moi quand même une vision d'AWS de démocratiser le dev agentique et de ne pas en faire quelque chose de réservé aux data scientists, mais de quelque chose d'assez accessible, où en fait, c'est juste, entre guillemets, enchaîner des calls et écrire des prompts. Et donc, d'en faire quelque chose d'assez accessible et que n'importe quel développeur d'app devrait pouvoir faire. Donc, ça permet de développer des protos d'agents. Et ensuite, une prochaine étape, une fois qu'on a un proto satisfaisant pour un agent, c'est de l'industrialiser. C'est là qu'arrive la librairie, le service Bedrock Agent Core pour justement industrialiser et déployer. C'est composé en beaucoup de briques. Je vais aller rapidement sur chacune d'entre elles. Runtime, on peut rester dessus. Runtime pour fournir des sessions isolées d'exécution pour les agents. Donc, ça permet d'éviter d'avoir des effets de bord quand on exécute un agent. Observability, donc pour le monitoring et le debug. Un agent, c'est quelque chose qui fait des appels LLM, qui en fait beaucoup à la suite. Donc, c'est compliqué de mettre en place des solutions pour voir ce qui se passe. Memory pour gérer la mémoire court terme, donc où est-ce qu'il en est dans sa tâche courante, et long terme, est-ce qu'il a appris des choses au travers de toutes ces exécutions qui sont intéressantes, donc de la connaissance métier en fait qui est accumulée avec le temps. Code interpreter pour les agents qu'on veut laisser exécuter du code. Manage browser qui permet à l'agent qui fournit un browser sans UI pour permettre aux gens de se balader et de faire des actions sur du UI. Identity pour l'authentification. Et donc, dans les choses nouvelles, Gateway, qui est assez intéressant et qui permet de convertir ces lambda et ces API en format MCP et donc de les rendre utilisables par les agents qu'on développe via AgentCore. Donc ça, c'est quand même assez intéressant.
pour, voilà, imaginons j'ai une lambda, je veux la rendre exécutable par un agent, bon, bah, je n'ai pas besoin de développer des espèces de connecteurs custom, j'ai le gateway qui sert à ça, et qui intègre donc les policies, donc avec du contrôle fin d'accès, où on peut imaginer qu'un utilisateur, que deux utilisateurs qui utilisent le même agent n'aient pas les mêmes droits d'utilisation des outils, et voilà, tout ce qui peut passer par notre imagination pour faire de la gestion d'accès aux outils utilisés par les agents. Et donc finalement, quelque chose de nouveau, donc, qui est l'évaluation. Donc ce qu'on définit dans Strand Agent pour faire de l'évaluation d'agents est aussi disponible dans Bedrock et permet d'être industrialisé. Donc ça peut être, je ne sais pas, vérifier faire de l'alerting sur le nombre d'appels maximum, à des outils, sur est-ce qu'il commence à trop boucler, est-ce qu'il arrive sur des quotas de tokens qui sont trop hauts, ce genre de choses. Suivant. Il y a aussi dans tout ce que je vous ai présenté, donc là je vous ai présenté les 2 services qui étaient nouveaux, hein, mais il y a aussi eu des petites annonces sur le reste des briques d'AgentCore, donc avec l'Episodic Memory, qui est un système de gestion de la mémoire long terme un peu plus sophistiqué, qui permet de ne pas charger toute la mémoire, mais seulement celle qui est pertinente dans la tâche courante. Runtime, on en a parlé, et Identity. Oui, Identity a été renforcé pour faire de l'environnement multitenant. On a eu des petites démos là-dessus. Mais ça permet, c'est ce qui sépare en fait AgentCore, le prototype de vraiment l'agent en production. Slide après, s'il te plaît. Donc voilà, les policies, on en a parlé, donc pour montrer que c'était exactement comme les policies dans le reste d'AWS. On peut passer à la suivante. Et évaluation, donc, ça vous donne une petite idée des screenshots de ce que ça donne avec faithfulness et helpfulness, qui sont des métriques assez communes pour auditer les réponses d'un modèle. Voilà, ça donne un petit dashboard de ces mesures. En plus de ça, donc intégrable à AgentCore, j'avais dit que j'en parlerai, c'est le système Nova Act. Donc Nova Act, c'est un sous-agent, c'est un agent qui peut être utilisé comme un sous-agent, qui est pré-packagé pour faire de la navigation web. En fait, bon, ça repose sur des modèles assez légers et assez peu chers d'AWS, et c'est utilisable via Strand Agent et déployable dans AgentCore, et donc ça permet d'aller réaliser des tâches sur un navigateur web. Donc c'est assez puissant quand on n'a pas forcément une API et qu'on a besoin d'aller faire du clic-bouton. On peut passer à la suivante. Avec ça, on a enfin notre agent en production. Maintenant, on va vouloir optimiser cet agent. Et en fait, souvent, on a tendance à penser que l'optimisation, c'est faire un meilleur prompt pour avoir des meilleures performances. Mais il y a aussi un autre volet qui est l'optimisation des coûts et de la latence en utilisant des modèles peut-être un petit peu plus petits, mais qui ont été customisés pour la tâche précise qu'on veut faire. Et donc, c'est pour ça que AWS introduit NovaForge. NovaForge, c'est un service qui permet de rendre accessible le fine-tuning de modèles, donc en fait qui est de la customisation vraiment des poids du modèle. Pour rappel, on peut faire de la customisation pas très chère avec les systèmes de RAG où on injecte de la connaissance dans le prompt du modèle. Là, il s'agit de vraiment modifier les poids du modèle pour le rendre plus aligné avec la tâche qu'on veut lui faire faire. Et donc, NovaForge propose de rendre ça très simplifié, de faire ça sur étagère. En fait, NovaForge propose de reprendre les modèles les plus avancés d'AWS et de reprendre l'entraînement là où on le souhaite, sachant que plus on le reprend tôt, plus ça nous coûtera cher d'obtenir un entraînement finalisé. Plus on le reprend tard, moins ça coûtera cher. Donc, de reprendre ces modèles vraiment propriétaires AWS de là où on veut, d'injecter nos données, les données privées de notre entreprise,
de les mixer avec des datasets spécifiques industrie et de lancer de rejouer la fin de l'entraînement avec ces données ultra spécifiques. Et donc, en fait, l'idée, quand on fait des agents ou même n'importe quel service IA, ça va être au lieu de prendre un modèle ultra puissant type Nova Pro, GPT-5, Anthropic Sonnet 4.5, enfin Claude Sonnet 4.5, Opus 4.5, ça va être d'aller chercher un modèle peut-être plus petit, mais qui va nous coûter moins cher et être plus rapide à faire tourner, parce qu'il aura été fine-tuné, et pour des performances équivalentes, parce qu'il aura été fine-tuné. Et en fait, pour moi, ça, c'est assez important quand même, parce que il y a souvent ce débat dans l'IA qui est est-ce que le futur de l'IA, c'est un énorme modèle généraliste ultra puissant, ou ce sera une armée de petits modèles, et de petits modèles fine-tunés et ultra spécialisés. Et je pense que AWS fait un pas quand même vers ça en proposant ce genre de service. Prochaine slide. Donc, dans la suite de ça, il y a une manière un peu moins chère que Nova Forge de fine-tuner, qui est le reinforcement fine-tuning. L'entraînement d'un modèle d'IA type GPT, c'est d'envoyer beaucoup de data pour prédire le mot suivant. Et après, il y a une phase d'alignement avec le reinforcement fine-tuning où il donne des réponses et on dit si c'est bien ou pas. En fait, c'est ça qui lui apprend à être poli, à bien tourner ses phrases et surtout passer d'un mode complétion de texte à un mode question-réponse. Et ben Amazon, avec Bedrock Reinforcement Fine-Tuning, propose d'injecter de la donnée labellée cette fois. Donc, il faut savoir donc des questions qu'on aurait eues avant sur lesquelles on a le good ou le bad, et de rejouer cette phase de fine-tuning sur ces modèles. Et donc ça requiert beaucoup moins de données pour arriver à un résultat satisfaisant, et donc c'est moins cher. Mais par contre, ça demande de la donnée labellée qui est généralement plus chère à obtenir. Mais AWS permet de rendre ça très simple, en fait, cette phase. Donc là, j'ai un peu fait le tour du développement agentique. Donc pour rappel, un éditeur de texte, une librairie pour prototyper, un service pour faire de l'industrialisation et des services pour faire de l'optimisation. Là, je vais vous présenter un peu ce que ça donne en vous présentant un des frontier agents qu'AWS a présenté au reInvent. C'est quoi un frontier agent? C'est un peu comme un frontier modèle, donc en vrai, un modèle state of the art en gros. Et donc, ils sont assez fiers de présenter des agents donc, qui ont été réalisés un peu de la méthode que je vous ai dit, avec des moyens énormes, bien sûr. Et je vous présente une des annonces qui est le DevOps Agent, qui globalement est un agent qui va regarder l'état de ce qui se passe sur le compte AWS et permettre jouer le rôle d'une espèce de sentinelle qui va, à la réception d'une alerte ou de manière schedulée, regarder ce qui se passe dans les logs, regarder ce qui se passe dans le monitoring, donc ça peut être sur du Datadog, ça peut être sur du CloudWatch, ce genre de choses, repérer le pourquoi il y a eu une alerte et proposer une solution. Donc en fait, c'est vraiment comme on l'a expliqué, c'est un agent avec des outils qui a été fine-tuné, qui a été spécialisé, et donc ça permet de fournir cette espèce d'agent sentinelle en fait, et qui permet, on imagine, il y a une alerte la nuit et au moment où on voit l'alerte, le temps qu'on se connecte, on a déjà une proposition de réponse, et l'idée c'est d'accélérer le recovery time. C'est un des trois frontières agents présentés, avec Security, qui fait la même chose mais sur la sécurité de nos apps, et Kiro Autonomous Agent, qui est un agent qui, un peu à la Claude Code, permet de faire travailler des développeurs en fait, de manière autonome, des développeurs qui sont des IA, de manière autonome, en gérant des systèmes de travail avec multi-instances, avec des tickets, des reviewers, etc. Voilà pour moi. Eh bien, merci Arnaud. J'apporte du coup quelques petites précisions sur le Security Agent, donc le troisième Frontier Agent, qui du coup lui va permettre via cette présence continue du coup de faire des revues de sécurité
toujours sur l'architecture déployée dans le compte en question, de faire des revues du code en analysant les pull requests. Ça ne fonctionne qu'avec GitHub pour l'instant, mais ce sera certainement étendu. Et ça peut également faire des pen tests à la demande, mais également du coup d'automatiser cette partie pen test sur les workloads. Ensuite, l'IA aide également sur les tâches un peu plus de DevOps ou gestion d'infrastructure. Donc, on a beaucoup d'intégrations qui sont faites dans les services. Donc, je vous ai parlé de KS tout à l'heure. Il y a maintenant des serveurs MCP complètement hébergés par AWS et très bien sécurisés, notamment au niveau authentification. Donc, c'est parfois un petit peu le point faible du MCP. Là, on va avoir des serveurs vraiment parfaitement sécurisés et qui vont permettre d'interagir avec vos clusters EKS ou ECS. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique, notamment pour la partie troubleshooting, pour comprendre ce qui se passe sur un de vos workloads déployés sur EKS. Également, un petit peu dans le même genre, ça a été renforcé dans Amazon Q, le troubleshooting dans ECS et dans EKS, en particulier via la console, qui permet sur un incident d'aller creuser pourquoi telle ou telle tâche ne démarre plus, par exemple. Donc ça c'est pareil, c'est dans la continuité, c'est quelque chose qui était déjà présent de plus en plus, notamment dans la console, mais voilà, qui permet d'aller encore plus loin dans la résolution de soucis. Ensuite, gros point sur la partie AWS Transform. Donc, qu'est-ce qu'AWS Transform? C'est Transform Custom qui a été annoncé, mais je vais faire un petit récap sur toute la partie AWS Transform. C'est une suite de services qui permettent d'aider la migration et la modernisation d'applications. Donc, il y a toute une première partie d'outils qui va être plus dans le Discover, notamment quand on fait de la migration d'un parc VMware, par exemple, où on va pouvoir directement gérer des fichiers d'inventaire produits par soit des outils découvertes tiers, soit des outils fournis par AWS, et qui, à partir de ça, vont pouvoir reconstituer les liens entre applications, les dépendances entre serveurs, et concevoir via du prompt de concevoir son plan de migration. Donc, il y a toute cette partie purement migration qui a été renforcée avec l'IA, mais également et surtout toute la partie modernisation. Donc, AWS Transform reprend des choses qui étaient jusque-là dans le Q Developer, qui sont autour de la modernisation de stack applicative, donc qui peuvent être de cas entre guillemets plutôt simples, en tout cas expliquer, de montée de version, soit du Java, du Python, du Node, ou de convertir de changements de technologie de COBOL vers Java pour sortir du mainframe par exemple, ou de .NET Framework vers .NET Core, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui étaient déjà disponibles dans QDeveloper, qui ont été renforcées et qui sont maintenant dispo dans AWS Transform, que ce soit via une IHM ou via une CLI. Mais ça permet également de considérer des modélisations plus élaborées. Donc, je parlais de la sortie du mainframe, mais également d'aller jusqu'à la transformation d'applications, par exemple de monolithes en microservices, ou d'adapter du code existant pour du serverless, pour le déployer en lambda. Donc, AWS Transform a sur étagère tout un tas d'agents de transformation, du coup, pour tester ces use cases. Traiter ces use cases, pardon. Et il y a également, pour aller encore plus loin, donc du coup, AWS Transform qui permet de personnaliser et d'étendre ses capacités de transformation.
Donc, ça permet, par exemple, d'adapter à des standards de l'entreprise. Par exemple, s'il y a une façon particulière de traiter les logs ou ce genre de choses, on va pouvoir définir toutes ces règles et qu'elles soient prises en compte lors des opérations de transformation. Ça permet également de prendre en charge des choses comme des frameworks propriétaires ou certains patterns métiers qui doivent être développés de façon particulière. Ça permet également de faire de la code review automatisée pour valider des règles d'entreprise. Donc, ça permet, du coup, à l'échelle de l'entreprise, de définir ces règles de menation et de transformation et de les appliquer de façon industrielle sur tout un parc pour aider la menation de nos applications. Et ensuite, je te passe la main pour un gros sujet, Yann. Pour un dernier gros sujet, mais qu'on va aborder de manière un petit peu plus légère, un petit peu moins technique. On va rester sur les fondamentaux, mais je voulais vous parler du AWS European Sovereign Cloud. Donc, il est officiellement lancé et ouvert depuis le 15 janvier dernier. L'European Sovereign Cloud, c'est en fait un nouveau cloud indépendant européen entièrement situé en UE et conçu pour répondre et aider les clients à répondre à leurs exigences de souveraineté. Cette première région, parce qu'on va parler de région AWS, a été construite à Brandenburg en Allemagne, mais a pour vocation de s'étendre. Ça fait partie d'un plan d'investissement de AWS qui projette de dépenser presque 8 milliards d'euros sur les 10-15 prochaines années pour développer ces régions souveraines, avec notamment un déploiement qui est déjà projeté sur la Belgique, le Pays-Bas et le Portugal notamment. Là, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que cette région et cette nouvelle entité, je vais revenir un petit peu aussi là-dessus après, fait en sorte que les contenus et les données des clients, ainsi que tout ce qui sera metadata, est exclusivement en Europe et de manière totalement indépendante. Ça fonctionne et l'AWS European Sovereign Cloud fonctionne d'une manière où c'est une structure juridique, la société mère est une structure juridique allemande avec une gouvernance européenne. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, les deux patrons, les deux dirigeants, il y a un Allemand et un Français, et entièrement déconnecté de l'infrastructure AWS. Je vais y revenir un petit peu après. Donc, la gouvernance est totalement indépendante et déconnectée. Également, toute la partie centre d'opération, data center, les équipes techniques, l'ensemble des équipes sont des résidents européens et localisés en France et assujettis aux lois européennes. J'évoquais la notion de région. Ce qu'il faut voir, alors d'une manière générale, AWS est conçu sur un principe d'architecture qu'ils appellent région et availability zone. Donc, par exemple, il existe la région France, Paris, en Europe, mais on a aussi déjà Francfort, on a l'Irlande et plein d'autres, et notamment dans les dernières, l'Italie et l'Espagne. Mais tout est connecté. Il y a notamment un ensemble de services qui sont dits services généraux, comme IAM, etc. Là, on est vraiment sur une nouvelle région totalement déconnectée. Il n'y a pas de services généraux. Les services généraux sont recréés dans cette nouvelle région. J'insiste bien sur le déconnecté. À partir du moment où on est client AWS et client de AWS European Sovereign Cloud, on va avoir deux consoles avec des environnements qui ne communiquent pas du tout ensemble. Il n'y a pas de lien privé, c'est Internet entre les deux. Donc après, il faut monter les infrastructures et les besoins nécessaires derrière. Et avec du coup également une réplication de tout l'aspect, notamment IAM, qui sera extrêmement important, puisque c'est toute la partie Identity and Access Management. Donc, région entièrement séparée, avec aucune dépendance critique vis-à-vis d'infrastructures en dehors de l'Europe.
Ça également, c'était un point extrêmement important pour AWS. L'infrastructure AWS repose toujours sur la conception d'architecture qu'on appelle Nitro System. Nitro, c'est vraiment security by design, souverain by design, dans le sens où c'est ce qui permet, c'est le socle d'infrastructure AWS et qui fait en fait l'interface entre les équipes AWS et les infrastructures auxquelles nous, en tant que clients, nous pouvons avoir accès, et qui silote vraiment les accès. Aujourd'hui, personne d'AWS n'est en capacité, alors que ça concerne aussi bien, ça concerne AWS de manière générale, c'est personne d'AWS n'est en capacité d'accéder à des workloads d'un client. C'est prohibé et c'est audité, et il y a des rapports d'audit qui existent pour expliquer cet usage. Et je vous invite vraiment à aller regarder ce principe d'architecture qui est vraiment hyper intéressant et qui n'existe nulle part ailleurs. On a également toute une séparation de toute la partie billing métrique. Et en parlant du billing, information importante et qui a son importance, on passe en billing en euros, alors que l'ensemble des usages et des consommations AWS d'une manière générale sont en dollars. Puisqu'on est sur le prix, alors c'est à titre indicatif, hein, mais en gros, on est sur une différence de prix de l'ordre de 15%. On a fait un petit test, notamment voilà, en embarquant une petite infra avec un Bedrock, une EC2 et une RDS PostgreSQL. Et du coup, donc avec les mêmes paramétrages. À gauche, on a le prix du coup en euros sur l'AWS European Sovereign Cloud. Donc, on atterrit autour de 13 000, allez, j'arrondis à 14 000 euros annuels. Quand sur la zone région Paris, on aurait été un petit peu plus de 14 000 $, ce qui nous donne en arrondi supérieur 12 000 euros. Donc, on retrouve bien d'ailleurs les 15% d'écart d'une manière générale. Donc, le prix n'est pas si cher d'une manière générale quand les opérateurs et les fournisseurs cloud découpent des infras. Les prix ont vite tendance à augmenter un petit peu plus. Chose également extrêmement importante, et ça sera le mot de la fin, c'est que cette région entièrement indépendante n'a pas été vue comme et même envisagée comme une région au rabais, si je puis le dire ainsi, par AWS. Ils ont voulu que cette région embarque dès le départ un maximum de services, et on peut le constater, il y a énormément de services qui sont déjà disponibles dans cette région dès aujourd'hui. Et ce qui nous permet, voilà, avec ces services, on a déjà largement de quoi faire et répondre à énormément de besoins, que ça soit en propre ou pour des cas avec des clients ou autres. Donc, la majorité des services cœur sont disponibles dans cette région d'AWS. Voilà un petit peu. Merci d'avoir été présent et de nous avoir écoutés. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas, on reste disponible. Alors, on a prévu un petit peu de temps, on voulait garder un petit peu de temps pour les questions-réponses. Également, bon, il y a notre blog aussi où il y a pas mal d'infos. Vous pourrez retrouver aussi pas mal d'articles de blog relatifs au reInvent qu'on a pu faire sur le moment ou après coup, mais également plein de choses. Et vous allez, je ne l'ai pas indiqué, mais il y a également notre site qui est bien entendu disponible, mais également nos équipes. N'hésitez pas à nous contacter, puisque l'IA et les machines, c'est bien, mais l'humain, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour échanger et discuter sur vos sujets, vos interrogations. On sera ravis de le faire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Logiquement, vous avez une section Q&A, questions et réponses, dans la partie à gauche. Donc, n'hésitez pas. Je ne vois rien pour le moment. N'hésitez pas à nous partager vos questions. J'espère en tout cas que le contenu vous a plu. On a essayé d'être synthétique. On a fait un petit focus, hein, vraiment. Il fallait, hein, parce que sinon, si on passe en revue l'ensemble des annonces, on est parti pour plusieurs jours. Donc, on vous a fait cette petite sélection de pépites ou vraiment de sujets hyper intéressants et impactants pour vous.
Alors, je ne vois pas de questions. Alors, je ne sais pas si ça marche. Ça a l'air de marcher. Tac. Et bien, écoutez, si pas de questions, comme on dit à la télé, on va pouvoir rendre l'antenne. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit et un bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.